Pas ce soir, ni aucun autre soir, a déclaré ma femme, alors j'ai réorienté mon temps, mon attention et mes ressources. Quelques jours plus tard, elle demande pardon, mais pour moi, c'est fini. Salut tout le monde. Moi, 34 ans, je me souviens encore exactement du moment où ces mots sont sortis de la bouche de Jessica, 32 ans. Pas ce soir ni aucun autre soir. La fermeté dans sa voix m'a glacé le sang. Nous étions mariés depuis 6 ans. Et oui, ces derniers temps, tout n'était pas parfait, mais je ne m'attendais jamais à quelque chose d'aussi définitif concernant notre vie intime. Un peu de contexte sur moi, je suis responsable marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne dans le Midwest. Rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures, et je monte régulièrement les échelons. J'y travaille depuis environ 8 ans. J'ai rencontré Jessica à l'université, pendant notre 3e année. Elle étudiait la psychologie. Moi, le commerce. Le courant est passé tout de suite. Nous étions tous les deux ambitieux mais les pieds sur terre. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier lors d'une cérémonie modeste avec environ 80 invités, principalement la famille et des amis proches. Jessica travaillait comme consultante RH et gagnait correctement sa vie. Nous avons acheté une maison de 3 chambres dans une banlieue agréable il y a environ 4 ans. Pas encore d'enfants. Nous étions tous les deux concentrés sur nos carrières en priorité. J'ai toujours pensé que tout allait bien entre nous. Nous contribuions tous les deux au foyer, partions en vacances 2 fois par an, généralement un séjour à la plage et un autre pour rendre visite à la famille, avions un cercle social correct composé d'autres couples de notre âge. Une vie assez normale, tu vois? Rien d'extraordinaire, mais stable et confortable. Enfin, c'est ce que je croyais. Cette soirée avait commencé comme n'importe quelle autre journée ordinaire. Je suis rentré du travail épuisé après 10 heures passées à gérer les conneries des clients et une présentation qui ne s'était pas déroulée aussi bien que je l'espérais. J'avais hâte de voir Jessica, peut-être commander à manger, regarder un film, les trucs habituels des couples. Dès que je suis entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, en train de faire défiler son téléphone avec une intensité étrange. Nous avons dîné en parlant de choses banales, les dramas de ses collègues, mes échéances de projets, les trucs habituels. Puis nous sommes passés au salon, où elle a continué à scroller sur son téléphone, probablement sur l'un de ses comptes Instagram féministes radicaux auxquels elle était devenue obsédée récemment, pendant que je regardais une série quelconque à la télé. Quand je me suis penché pour lui embrasser le cou, un geste qui auparavant la faisait sourire, elle s'est brusquement écartée, comme si j'avais essayé de la poignarder ou quelque chose comme ça. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit, sans même lever les yeux de cet écran maudit. « Je ne suis pas d'humeur. »« Tu n'es pas d'humeur depuis des semaines », ai-je répondu, en essayant de ne pas paraître frustré même si je l'étais totalement. « Est-ce que tout va bien ?» C'est à ce moment-là qu'elle a posé son téléphone, m'a regardé droit dans les yeux avec une froideur que je ne lui avais jamais vue, et a prononcé ces mots écrasantes, « Pas ce soir ni aucun autre soir. » J'en ai fini avec cette partie de notre relation. Mon esprit a traversé 1 million de réponses possibles, mais je suis resté assis là comme un idiot, probablement la bouche ouverte. Comment répondre à quelqu'un qui met soudainement fin à toute intimité physique dans un mariage? Sans explication. Sans discussion possible. Juste une décision unilatérale qui nous concernait tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ai-je finalement réussi à demander, espérant avoir mal compris. Exactement ce que j'ai dit, a-t-elle poursuivi, d'une voix étrangement calme, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Je suis à l'aise avec notre vie ensemble, la maison, notre cercle social, la stabilité, mais je ne suis plus intéressé par l'intimité physique avec toi ni avec aucun homme. J'ai beaucoup lu sur la façon dont les femmes sont conditionnées à offrir de l'affection physique aux hommes, et j'ai décidé que je ne participerai plus à cette attente patriarcale. Tu peux l'accepter ou non, c'est ton choix. Putain. Elle s'enfonçait de plus en plus dans ses discours féministes radicaux en ligne ces derniers temps, mais je n'aurais jamais imaginé que cela affecterait notre relation. J'étais complètement pris au dépourvu. Donc tu décides toute seule que notre mariage n'inclut plus d'intimité physique, sans aucune discussion? Ai-je demandé, essayant de comprendre. Je n'ai pas besoin de ta permission pour poser des limites avec mon propre corps, a-t-elle répondu, avec ce ton tranchant que je reconnaissais désormais chaque fois qu'elle citait quelque chose de ces groupes en ligne. Le fait que tu penses que ça mérite une discussion montre à quel point les hommes se sentent propriétaires du corps des femmes. Je me suis adossé, complètement abasourdi. Jessica, ce n'est pas une question de droit ou de possession. C'est une question de relation, de connexion et d'intimité entre des partenaires censés s'aimer. L'amour ne signifie pas que je doive accomplir des actes physiques auxquels je n'ai plus envie de participer, a-t-elle répliqué. Quand est-ce que ça a changé? Quand as-tu cessé de vouloir être avec moi de cette façon? Ai-je demandé, sincèrement perdu. 2 mois plus tôt, tout semblait normal. Elle a haussé les épaules. Ça faisait un moment que ça montait. J'ai simplement trouvé le courage de le dire au lieu de continuer à jouer un rôle pour ton bénéfice. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que je ne supportais pas de m'allonger à côté de quelqu'un qui venait de briser toute ma compréhension de notre relation. Les jours suivants ont été extrêmement bizarres. Nous continuions à vivre ensemble, à manger ensemble,
même à regarder la télévision ensemble, tandis qu'un mur invisible s'était dressé entre nous. Elle agissait comme si sa déclaration était aussi banale que d'annoncer qu'elle voulait changer de supermarché, et non comme la refonte totale de notre mariage. 3 jours après son annonce, j'ai essayé d'aborder l'idée d'une thérapie pendant le petit déjeuner. J'avais trouvé un thérapeute de couple avec de bons avis. Je pense qu'on devrait parler à quelqu'un de ce qui se passe entre nous. Nous n'avons pas besoin de thérapie, a-t-elle répondu avec dédain en levant les yeux au ciel. Il n'y a rien qui ne va chez moi, et je ne vais pas être poussé à avoir une intimité physique que je ne veux pas simplement parce que la société l'exige. Peut-être que toi, tu devrais suivre une thérapie pour ta dépendance à la validation féminine. Putain de merde. Bien sûr, elle avait raison sur un point, personne ne devrait être forcé. Je ne ferai jamais ça. Mais son refus total de discuter de ce changement soudain me donnait l'impression de vivre avec une étrangère portant le visage de ma femme. Tout ce que je disais était retourné contre moi pour me faire passer pour une sorte d'oppresseur. La nuit, allongé de mon côté de ce lit désormais purement fonctionnel, j'étais revenu du canapé, décidé à ne pas être chassé de ma propre maison, je fixais le plafond en me demandant comment j'avais pu rater l'effondrement progressif de notre connexion. Avais-je été tellement absorbé par le travail que je n'avais pas vu son éloignement ? Ou avait-elle caché ses sentiments jusqu'à atteindre un point de rupture que je n'avais jamais perçu ? Je repassais notre histoire récente en revue, cherchant des signes. Oui, notre vie sexuelle avait un peu ralenti au cours de l'année passée, mais ça me semblait normal pour un couple marié depuis plus de 6 ans, avec 2 emplois exigeants. Nous avions toujours des soirées en amoureux, nous nous tenions encore la main pendant les films, nous nous disions encore je t'aime avant de dormir, enfin, jusqu'à récemment. Une chose est devenue très claire très vite, j'étais désormais dans un mariage où je n'étais ni désiré ni nécessaire de quelque manière que ce soit. J'étais simplement pratique, un contributeur aux factures, un partenaire social pour les événements de couple, un colocataire qui aidait à maintenir une image extérieure de réussite conjugale. Juste un autre homme maléfique qu'elle pouvait citer en exemple en parlant à ses nouveaux amis de la façon dont elle posait ses limites. J'ai essayé une dernière fois de comprendre, en la prenant à part un samedi matin où nous étions tous les deux à la maison. Jessica, j'essaie de respecter ce que tu ressens, mais j'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer ? Elle a soupiré de façon théâtrale, comme si ma question était la chose la plus épuisante qu'elle ait jamais entendue. C'est exactement ça, le problème avec les hommes. Vous pensez que tout tourne autour de vous. Il s'agit de mon parcours et de mon autonomie. Le fait que tu ramènes ça à ce que tu aurais fait de mal prouve justement mon point. Mais nous sommes mariés, ai-je répondu, la frustration montant. Tes décisions m'affectent aussi. Et alors ? Tu penses que ton sentiment de droit sur mon corps l'emporte sur mon droit à en disposer. C'est pour ça que le patriarcat persiste, parce que des hommes comme toi ne supportent pas que les femmes fassent leur propre choix. Je suis parti de cette conversation complètement désespéré. Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec elle, aucun terrain d'entente possible. Elle avait créé un récit dans lequel toute opposition à sa position ne faisait que confirmer sa vision du monde, celle d'hommes oppressifs. 2 semaines après sa déclaration, je me suis retrouvé assis dans ma voiture devant notre maison, incapable de trouver l'énergie pour entrer. Qu'est-ce qui m'attendait là-dedans ? Une autre soirée de cohabitation polie avec quelqu'un qui avait changé unilatéralement les termes de notre relation sans aucune véritable explication ? Une nouvelle leçon sur la façon dont j'étais, le problème, parce que j'attendais une connexion humaine basique dans un mariage ? C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à vivre dans ce désert émotionnel, en espérant une pluie qui ne viendrait jamais, ou je pouvais rediriger mon temps, mon attention et mes ressources vers quelque chose, ou quelqu'un, qui offrait au moins la possibilité d'évoluer. Quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée, un plan se formait dans mon esprit. Pas une vengeance ni une confrontation dramatique, du moins pas encore, mais quelque chose de plus puissant, une redirection complète de l'énergie de ma vie. Si elle était passée à autre chose sans partir physiquement, peut-être que je pouvais faire la même chose. Ma redirection a commencé par de petits changements. J'ai réglé mon réveil à 5h30, 1 heure entière avant qu'elle ne se lève. Ces heures calmes du matin sont rapidement devenues sacrées pour moi, un temps qui m'appartenait entièrement, à l'abri de ses regards jugeants et de ses remarques passives-agressives. J'ai commencé par 20 minutes de méditation, quelque chose que j'avais toujours rejeté comme irréaliste avec mon emploi du temps chargé. À ma surprise, ce bref moment de calme matinal a aidé à débarrasser mon esprit des pensées constantes liées à mon mariage qui échouait. Ensuite est venu l'exercice physique. Rien de spectaculaire au début, quelques pompes, des abdos, et un petit jogging dans le quartier. Quand elle sortait enfin de la chambre, j'avais déjà pris ma douche, je m'étais habillé, et j'avais commencé ma journée avec un objectif. Tu te lèves tôt, a-t-elle commenté le 3e jour, en me trouvant en train de boire mon café et de lire à la table de la cuisine. La légère irritation dans sa voix était évidente. Elle était habituée à ce que je sois à moitié endormi pendant qu'elle occupait tout l'espace matinal. Je fais juste quelques changements, ai-je répondu avec désinvolture, sans donner plus d'explications. Elle n'en a pas demandé davantage, se contentant de marmonner quelque chose sur la masculinité toxique et la culture du sport, que j'ai fait semblant de ne pas entendre. La 2e semaine,
je me suis inscrit dans une salle de sport près de mon bureau. Au lieu de rentrer précipitamment après le travail dans un environnement de plus en plus inconfortable, je passais 1 heure à m'entraîner. L'effort physique est devenu une forme de thérapie. Chaque répétition expulsait un peu plus de ressentiment et d'auto-apitoiement. J'ai commencé à fantasmer sur l'avenir, un avenir où Jessica n'était plus le centre de mon univers. Je me suis aussi reconnecté avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage. Des gars que Jessica n'avait jamais aimés, les jugeant trop masculins ou problématiques. Rien de dramatique, juste des déjeuners décontractés et des verres après le travail, avec des sodas ou du café. J'ai fait attention à ne pas mentionner ma situation conjugale. Ces rencontres n'avaient rien à voir avec la recherche de compassion ou le dénigrement de ma femme. Il s'agissait de reconstruire des liens qui n'avaient rien à voir avec mon identité de mari auprès d'une femme de plus en plus hostile. Ce qui était vraiment frappant, c'était de réaliser combien d'autres hommes traversaient des situations similaires. Pas identiques, mais suivant le même schéma. Des épouses ou des petites amies qui s'étaient progressivement transformées en étrangères critiques, trouvant sans cesse des défauts à des comportements masculins normaux, tout en s'attendant à ce que les avantages financiers et le soutien émotionnel continuent comme avant. Mon pote Chris, 36 ans, faisait face à une petite amie qui avait soudainement décidé que sa passion pour les jeux vidéo était problématique, alors qu'elle sortait avec lui depuis 3 ans en sachant très bien que c'était son principal moyen de décompresser. Mon ami d'université Marc, 35 ans, ne pouvait rien publier sur les réseaux sociaux sans que sa femme commande publiquement pour corriger sa façon de penser sur diverses questions sociales. On dirait qu'elles veulent qu'on soit à la fois des lecteurs de pensée et des punching balls, a dit Chris lors de l'un de nos déjeuners. Tu ne peux pas gagner. Cette phrase m'est restée en tête. Tu ne peux pas gagner, pas si tu continues à jouer selon des règles qui changent constamment et à la création desquelles tu n'as jamais eu ton mot à dire. Alors peut-être que la solution était d'arrêter de jouer complètement et de créer mon propre jeu. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte séparé auquel Jessica n'avait pas accès. Rien de dramatique qui affecterait nos contributions au foyer, simplement une redirection de mes dépenses personnelles et la construction progressive d'un filet de sécurité. Si rien d'autre, cela me donnait un sentiment de contrôle dans une situation où je me sentais de plus en plus impuissant. 1 mois après le début de cette redirection, j'ai croisé mon reflet dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Les entraînements quotidiens avaient commencé à remodeler mon corps, épaules plus larges, ventre plus plat. Ma posture s'était améliorée, et la tension constante qui nouait mes épaules depuis des mois s'était atténuée. Mais le changement le plus marquant était dans mes yeux. Ils semblaient concentrés, vivants, d'une façon qu'ils n'avaient plus été depuis sa déclaration. J'ai ensuite mis à jour ma garde-robe. Rien de tape à accent grave-l'œil ou de désespéré, simplement des vêtements bien coupés qui mettaient en valeur ma silhouette en amélioration et projetaient de la confiance. Quand j'ai porté une nouvelle chemise à un dîner entre amis, plusieurs personnes ont commenté mon apparence. « Tu as maigri, non ?» a demandé notre amie Mélissa lors d'un dîner. « Je prends juste un peu mieux soin de moi », ai-je répondu en souriant. Jessica l'a remarqué aussi, même si elle a tenté de masquer son intérêt par des critiques. « Cette chemise n'est-elle pas un peu trop serrée ?» a-t-elle demandé un matin alors que je me préparais pour le travail. « On dirait que tu en fais beaucoup trop. » Vraiment une énergie de crise de la quarantaine. Je me suis contenté de sourire et de partir sans répondre, ce qui semblait l'agacer encore davantage. La redirection s'est également étendue à mes finances. Nous avons toujours maintenu des comptes séparés en plus de notre compte commun pour les dépenses du foyer. J'ai continué à verser ma part pour nos obligations communes, mais j'ai redirigé mes dépenses personnelles. Le voyage coûteux dans une retraite réservée aux femmes au Costa Rica, que Jessica laissait entendre pour notre anniversaire, cet argent est allé à la place dans un compte d'investissement à haut rendement, uniquement à mon nom. J'ai aussi investi dans un atelier de photographie, une passion que j'avais abandonnée des années auparavant après que Jessica se soit plainte du temps que cela nous prenait. Ironique, quand on voit désormais sa position. La photographie m'a fait sortir le week-end, partir en randonnée pour capturer des paysages à l'aube, quand la lumière est parfaite. Ces excursions en solitaire sont devenues une autre forme de méditation. Derrière l'appareil, à cadrer chaque prise de vue, j'entrais dans un état de flow qui me permettait d'oublier tout le reste. J'ai investi dans du matériel correct, rien d'excessif, un bon réflexe numérique et 2 objectifs de qualité. Mes premières tentatives étaient assez amateurs, mais j'ai regardé des tutoriels en ligne et pratiqué constamment. Rapidement, je me suis mis à capturer des images dont j'étais réellement fier, des paysages de montagne baignés par la lumière du petit matin, des gros plans de motifs de givre sur des feuilles tombées, des nuages d'orage spectaculaires s'amoncelant au-dessus des champs. J'ai commencé à publier mon travail en ligne, à échanger avec d'autres photographes et à bâtir une petite communauté qui appréciait mon sens de la composition. Certaines de mes photos ont même commencé à se vendre sous forme de tirage via une place de marché en ligne, générant un petit revenu complémentaire en croissance, versé directement sur mon compte séparé. « Où est-ce que tu vas si tôt le samedi ?» a-t-elle demandé après plusieurs semaines de ma nouvelle routine, l'air de droit dans sa voix parfaitement claire. Elle avait l'habitude que je sois disponible quand elle le souhaitait. « Prendre des photos ?» ai-je répondu simplement. « Depuis quand tu fais de la photographie ?» Le ton accusateur, comme si j'avais besoin de sa permission pour avoir des loisirs. J'ai toujours aimé ça.
Je n'avais juste pas le temps de m'y consacrer jusqu'à maintenant. Son expression laissait entendre qu'elle voulait en demander davantage, mais qu'elle ne savait pas trop comment, ou qu'elle ne voulait pas montrer trop d'intérêt pour ma vie après s'en être si délibérément détachée. J'avais besoin d'aide pour certaines choses à la maison le week-end dernier, mais tu étais introuvable, s'est-elle plainte. Typique. Aucun intérêt pour mes activités, seulement pour la façon dont elle la dérangeait. Tu aurais pu m'envoyer un message, ai-je répondu calmement. Le téléphone capte même en montagne. Je ne devrais pas avoir à envoyer des messages à mon propre mari pour obtenir de l'aide de base, a-t-elle répliqué sèchement. Je me suis contenté de hausser les épaules. Les choses changent. Ces deux mots sont restés suspendus entre nous, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage, le premier signe qu'elle commençait à réaliser que sa déclaration pouvait avoir des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Au travail, mon regain de concentration a porté ses fruits, et pas qu'un peu. J'abordais les projets avec une clarté et une assurance qui m'avaient manqué pendant des mois de détresse conjugale. Mon patron, Rob, 45 ans, l'a remarqué. Quoi que tu fasses, continue, m'a-t-il dit après que j'ai décroché un gros client qui hésitait depuis des mois. Tu es en feu ces temps-ci. Ce compliment comptait plus qu'il n'aurait dû. Après des mois à me sentir indésirable à la maison, la reconnaissance professionnelle comblait une partie du vide. Pas complètement, mais suffisamment pour continuer d'avancer. Je me suis porté volontaire pour des projets nécessitant des déplacements, chose que j'avais évité auparavant pour passer plus de temps avec Jessica. Une conférence de 3 jours à Chicago, une formation d'1 semaine à Denver, une réunion client à Boston. Chaque voyage était une bouffée d'air frais. Des chambres d'hôtel où je pouvais m'étaler sans jugement, des repas où personne ne lançait de remarques désobligeantes sur mes choix, des conversations avec des gens qui ne filtraient pas chaque interaction à travers un prisme idéologique. Lors de mon voyage à Denver, j'ai retrouvé un vieil ami de fac, Tom, installé là-bas depuis des années. Nous avons randonné en montagne, et j'ai pris certaines de mes meilleures photos à ce jour. Quand je les ai publiées en ligne, mon nombre d'abonnés a bondi, et j'ai vendu 3 tirages en une semaine. Tu sais, tu pourrais vraiment transformer ça en activité sérieuse, a dit Tom alors que nous nous reposions à un belvédère. Ton œil pour la composition est vraiment bon. Son encouragement, lancé comme ça, a planté une graine dans mon esprit. Et si la photographie n'était pas seulement une échappatoire? Et si ça pouvait devenir quelque chose de plus solide? Une voie possible vers un autre avenir? 3 mois après le début de ma redirection, je dormais mieux, j'avais meilleure mine et je performais mieux dans presque tous les aspects de ma vie, sauf mon mariage, qui restait cette coquille vide d'interactions formelles et d'existence parallèle. L'ironie ne m'échappait pas. En retirant son affection, Jessica m'avait involontairement poussé à devenir une version plus forte de moi-même. C'était comme une étrange façon pour l'univers de compenser. Ce que Jessica ignorait, c'est que j'avais ouvert un compte courant séparé et commencé à y verser 50% de mes salaires, y compris mes primes de performance. Les 50% restants suffisaient largement à couvrir ma part des dépenses communes. Je construisais mon fonds d'évasion, dollar après dollar. Pas que je prévoie de partir tout de suite. Je voulais d'abord voir comment les choses évoluaient. Un soir, alors que je me préparais à partir pour une rencontre de photographes, elle m'a posé une question inattendue. Tu vois quelqu'un d'autre? Le sentiment de droit dans sa voix était incroyable. Elle pouvait mettre fin unilatéralement à notre relation physique, mais s'attendait toujours à un accès exclusif à mon temps et à mon attention. Je me suis arrêté près de la porte, sac photo à l'épaule. Non, ai-je répondu honnêtement. Pourquoi tu demandes ça? Tu as changé, a-t-elle dit, avec une note dans la voix que je n'arrivais pas à identifier. Tu n'es presque jamais à la maison. L'hypocrisie de son inquiétude a failli me faire rire. Je redirigeais simplement mon temps et mon énergie vers des choses qui m'épanouissent, ai-je répondu, en reprenant son approche clinique. Ce n'est pas ce que tu fais toi-même? Ce n'est pas pareil, a-t-elle répliqué, visiblement irritée que j'utilise sa propre logique contre elle. J'ai fait un choix personnel concernant mon corps et mon autonomie. Et moi, je fais des choix personnels concernant mon temps et mes centres d'intérêt, ai-je rétorqué. Ça me paraît parfaitement juste. Donc tu fais quoi, tu me punis? A-t-elle demandé, la voix légèrement plus aiguë. Pas du tout, ai-je répondu calmement. Je m'adapte à notre nouvelle réalité. Tu as posé une limite, et je la respecte. Je pose simplement les miennes. Elle n'a rien répondu, et je suis parti sans attendre. En conduisant pour rejoindre mes amis photographes, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois depuis sa déclaration, je n'espérais plus désespérément qu'elle change d'avis. J'étais trop occupé à construire une vie qui ne tournait plus autour de son approbation ou de son affection. J'ai retrouvé mon groupe de photographie dans un parc local, où nous pratiquions des techniques de photo de nuit. Parmi eux se trouvait un certain David, qui travaillait pour un magazine local. C'est vraiment très bon, a-t-il dit en parcourant quelques-unes de mes photos récentes sur l'écran de mon appareil. Nous sommes toujours à la recherche de talents locaux pour notre rubrique nature. Ça te dirait de proposer quelques clichés? Comme ça, une autre porte s'est ouverte. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Jessica était déjà au lit, probablement agacée que je n'ai pas été là pour écouter ses dernières plaintes sur ses collègues ou l'oppression patriarcale. Je m'en fichais. J'avais des choses bien plus importantes en tête.
Le moment décisif est arrivé lors d'un séminaire d'entreprise, 6 mois après le début de ma redirection. Mon équipe s'était réunie dans un complexe au bord d'un lac pour un week-end de planification stratégique et de cohésion. Après une journée productive de réunion, nous nous sommes détendus autour d'un feu de camp, partageant histoire et encas sous les étoiles. Ma collègue Emma, 29 ans, arrivée au service marketing 3 mois plus tôt, s'est assise à côté de moi. Emma était à peu près l'opposé de Jessica, chaleureuse, bienveillante et réellement intéressée par la vie des autres. Tu sais, quand j'ai commencé ici, tout le monde me disait à quel point j'avais de la chance de travailler avec toi, a-t-elle dit, la voix assez basse pour que moi seul l'entende. Vraiment? Pourquoi ça? Ai-je demandé, sincèrement curieux. Ils disaient que tu avais complètement transformé les performances du service, mais ils ont aussi mentionné à quel point tu avais changé personnellement ces derniers mois. Elle a hésité, puis ajouté, ils disaient que tu étais auparavant renfermé, presque triste. Ça ne correspond pas du tout à la personne que je connais. Je fixais les flammes, réfléchissant à ma réponse. Disons simplement que j'ai traversé quelques difficultés personnelles et que j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler plutôt que sur ce que je ne pouvais pas. Elle a hoché la tête, pensive. Eh bien, quoi que tu aies fait, ça a marché. Tu sembles complètement à ta place maintenant. Au fil de la soirée, je me suis surpris à me détendre comme je ne l'avais pas fait avec quelqu'un depuis très longtemps. Emma était intelligente et perspicace, avec un sens de l'humour vif qui me prenait souvent au dépourvu. Nous avons découvert des intérêts communs pour la photographie et la randonnée, et elle semblait sincèrement impressionnée lorsque je lui ai montré quelques-unes de mes photos récentes sur mon téléphone. Elles sont incroyables, a-t-elle dit en se penchant pour faire défiler la galerie. Tu as un vrai talent. Tu as déjà pensé à les montrer de façon professionnelle? En fait, j'ai commencé à vendre quelques tirages en ligne, et un magazine local pourrait en publier certains, ai-je répondu, surpris de voir à quel point partager cette part de ma vie avec quelqu'un qui s'y intéressait réellement me faisait du bien. C'est fantastique. J'aimerais beaucoup voir davantage de ton travail un jour, a-t-elle ajouté en souriant, d'une manière qui m'a rappelé douloureusement combien de temps s'était écoulé depuis que quelqu'un m'avait regardé avec une admiration sincère plutôt qu'avec de la critique. La chaleur de son épaule contre la mienne a provoqué une décharge inattendue dans tout mon corps, un rappel brutal du temps écoulé depuis que je n'avais même plus connu le moindre contact physique, aussi anodin soit-il. Je me suis écarté prudemment, mal à l'aise face à ma propre réaction. Malgré la situation avec Jessica, je n'allais pas être ce type qui commence quelque chose de nouveau avant d'avoir terminé l'ancien. Plus tard, alors que le groupe se dispersait pour rejoindre les chalets, Emma a marché à côté de moi sur le sentier. Certains d'entre nous prévoient une randonnée au lever du soleil demain, avant le début des réunions, a-t-elle mentionné. Tu devrais te joindre à nous. La lumière sera parfaite pour ces paysages que tu aimes tant. J'ai accepté. Et le lendemain matin, je me suis retrouvé debout au sommet d'une crête avec Emma et 2 autres collègues, tandis que le soleil peignait le ciel de teintes orangées et roses éclatantes. J'ai pris des dizaines de photos, mais mon objectif revenait sans cesse vers le profil d'Emma, découpé sur ce décor spectaculaire. Emma représentait tout ce qui m'avait manqué, un intérêt sincère, un respect mutuel, de vraies conversations plutôt que des sermons. Mais je savais que je devais régler ma situation avec Jessica avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. Quand je suis rentré chez moi le dimanche soir, Jessica était dans la cuisine en train de préparer le dîner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait pour nous depuis des mois. Le timing était plus que suspect. Alors, ce séminaire? A-t-elle demandé, d'un ton inhabituellement attentionné. Productif, ai-je répondu en posant mon sac. On a finalisé le plan stratégique pour le prochain trimestre. Elle a hoché la tête, puis a ajouté, j'ai vu certaines des photos que tu as publiées. Le lieu est magnifique. Oui, il l'était, ai-je répondu, étonné par son intérêt soudain. Cette femme sur certaines photos, elle fait partie de ton équipe? La question m'a pris de court. Je n'avais pas réalisé qu'Emma apparaissait autant dans mes publications. C'est Emma, notre nouvelle spécialiste marketing, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle est très jolie, a observé Jessica, en étudiant mon visage. Ce comportement territorial était pour le moins ironique venant de quelqu'un qui m'avait explicitement rejeté. Je n'avais pas vraiment remarqué, ai-je menti, me sentant étrangement sur la défensive. Vraiment? Tu as pris une bonne douzaine de photos avec elle dedans. On dirait que tu as quand même pas mal remarqué, a-t-elle répliqué, le ton accusateur sans équivoque. J'ai choisi mes mots avec soin. Elle se trouvait simplement dans le cadre pendant nos activités de groupe. Pourquoi tu me poses cette question? Tu as été très clair sur le fait que certains aspects de notre relation étaient terminés. Tu n'as pas à dicter avec qui je passe du temps dans un cadre professionnel. Elle s'est retournée vers la cuisinière, visiblement agacée que je ne m'excuse pas ni ne me justifie davantage. Je suis juste curieuse à propos de tes collègues, c'est tout. J'ai le droit de savoir avec qui mon mari passe du temps. C'est à cet instant précis que j'ai décidé d'accélérer mon plan de sortie. Le caractère totalement unilatéral de ses attentes était devenu insupportable. La semaine suivante a apporté d'autres surprises. Jessica a commencé à engager la conversation, à me demander comment s'était passée ma journée, allant même jusqu'à proposer que nous regardions des séries ensemble. Elle a cuisiné plusieurs fois et, chose étonnante,
sans ponctuer la discussion de ses commentaires idéologiques habituels. C'était comme vivre avec une personne complètement différente, ou plutôt avec la femme que j'avais épousée des années plus tôt, avant qu'elle ne devienne une étrangère. Je savais exactement ce qui se passait. Elle tentait de reprendre le contrôle, de me ramener dans son orbite maintenant qu'elle sentait que je m'en éloignais. Cette prise de conscience n'a fait que renforcer ma détermination. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais d'autopréservation. 2 événements clés se sont alignés pour créer l'opportunité parfaite de ma liberté. D'abord, j'ai reçu une promotion importante au travail, accompagnée d'une augmentation substantielle et de davantage de déplacements professionnels. J'ai gardé cette information pour moi, sans la partager avec Jessica malgré ses tentatives de plus en plus désespérées d'interagir avec moi. Ensuite, par le biais de mon réseau professionnel, j'ai appris que l'entreprise de Jessica prévoyait d'importants licenciements en raison d'une fusion. Son service risquait fortement d'être touché. Il ne s'agissait pas d'informations privilégiées ou illégales, simplement du genre de rumeurs qui circulent dans les milieux d'affaires d'une ville de taille moyenne. Le timing était parfait. Au cours des derniers mois, grâce à mon réseau et à mes nouvelles relations sociales, j'avais appris ces projets de licenciement. J'avais même aidé, 3 semaines plus tôt, le conjoint d'un collègue à être embauché dans une entreprise concurrente, sachant qu'il recherchait exactement le profil de Jessica. J'aurais pu faire la même chose pour elle. Un simple appel aurait suffi pour lui obtenir au minimum un entretien. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. À la place, j'ai accéléré ma stratégie de sortie. J'ai consulté un avocat, discrètement, en payant en liquide depuis mon compte séparé. J'ai appris précisément ce que je devais faire pour me protéger financièrement en cas de divorce. J'ai documenté la déclaration de Jessica mettant fin à toute intimité physique, son comportement ultérieur, tout ce qui pouvait servir mon dossier. J'ai aussi découvert, au détour de conversations anodines, que Jessica me dénigrait auprès de ses amis et de sa famille, se présentant comme une sorte de victime du patriarcat, tout en omettant soigneusement sa décision unilatérale de transformer radicalement notre mariage. Cela a scellé ma décision. Ma sortie devait être complète et sans équivoque. 2 semaines plus tard, l'entreprise de Jessica a annoncé officiellement les licenciements. Elle est rentrée à la maison visiblement ébranlée. Mon service pourrait être supprimé le mois prochain, a-t-elle dit, attendant clairement de la compassion. Je suis vraiment inquiète. C'est dur, ai-je répondu, avec une politesse de base mais sans plus. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Les licenciements sont arrivés plus vite que prévu. Le vendredi suivant, Jessica est rentrée en larmes. J'ai perdu mon travail, sanglotait-elle. Ils ont supprimé tout notre service. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, en gardant une expression neutre. Quel est ton plan? Elle m'a regardé, choquée par ma réaction. Mon plan? Je viens de perdre mon travail. J'ai besoin de temps pour encaisser ça. Bien sûr, ai-je répondu. Prends tout le temps qu'il te faut, mais nos obligations financières, elles, ne s'arrêtent pas. Alors dis-moi simplement comment tu comptes continuer à contribuer aux dépenses du foyer. Sa mâchoire est littéralement tombée. Tu es sérieux là? Je suis en pleine crise et tu me parles de factures? J'ai haussé les épaules. Je suis juste pragmatique. On contribue à parts égales, non? Ça a toujours été ta position. Le lendemain matin, j'ai agi. Pendant que Jessica était sous la douche, j'ai transféré chaque centime de notre compte commun vers mon compte privé, en laissant juste assez pour éviter les frais de découvert. Puis j'ai préparé un sac avec l'essentiel et mes biens les plus importants. Quand elle est sortie de la salle de bain, je l'attendais dans le salon avec des papiers de divorce. C'est quoi, ça? A-t-elle demandé en regardant les documents. Des papiers de divorce, ai-je répondu calmement. J'ai réalisé que je mérite mieux qu'un mariage à sens unique avec quelqu'un qui a changé unilatéralement les termes de notre relation, sans discussion ni compromis. Son visage a enchaîné les émotions, choc, colère, incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Tout ça parce que je ne voulais plus coucher avec toi? C'est de ça qu'il s'agit? Non. Il s'agit de respect et de réciprocité. Tu as fait un choix qui nous affectait tous les deux, tu l'as présenté comme non négociable et tu t'attendais à ce que je l'accepte simplement. Ce n'est pas un partenariat. Elle a ricané. Alors tu te sauves avec ta petite copine du boulot? Tellement prévisible. Ça n'a rien à voir avec Emma ni avec qui que ce soit d'autre. Il s'agit de toi et de moi, et de l'accord brisé entre nous. Au fait, j'ai déplacé les fonds communs sur un compte séparé auquel tu n'auras pas accès avant qu'on arrive à un accord. Son visage a blêmi. Tu as fait quoi? Tu n'as pas le droit. Je viens de perdre mon travail. Comment je suis censé payer quoi que ce soit? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, reprenant le même ton détaché qu'elle avait utilisé en mettant fin à notre relation physique. Tu aurais dû penser aux conséquences potentielles avant de prendre des décisions unilatérales concernant notre mariage. C'est de la violence financière. A-t-elle crié, les larmes aux yeux. J'ai besoin de cet argent pour les besoins de base. Non. Ce sont des conséquences. Et puisqu'on parle de besoins essentiels, l'hypothèque est due la semaine prochaine. J'ai calculé ta moitié. C'est indiqué dans les documents. J'attends ton paiement à temps. Elle a visiblement paniqué. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je n'ai aucun revenu pour l'instant. J'ai besoin de temps pour retrouver un travail.
Tu aurais dû y penser avant de déclarer pas ce soir ni aucun autre soir et de me traiter comme un accessoire de ta vie plutôt que comme un partenaire. Tu voulais t'affranchir des attentes patriarcales? Félicitations. Tu y es arrivé. Indépendance financière totale comprise. Au cours de la semaine suivante, le comportement de Jessica a radicalement changé. Le discours féministe a disparu, remplacé par des supplications désespérées et des tentatives de renégociation. Elle a suggéré une thérapie, laissé entendre qu'elle pourrait reconsidérer sa position sur l'intimité, et a même tenté de me séduire un soir, ce que j'ai fermement refusé. Mon avocat m'avait conseillé de ne pas quitter la maison tout de suite, alors nous avons continué à vivre ensemble dans une atmosphère de plus en plus tendue. Les amis de Jessica ont commencé à m'appeler, me disant à quel point j'étais cruel, que je devais soutenir ma femme dans cette période difficile. Je les ai bloqués une par une. Ses parents ont ensuite pris contact, suggérant que nous nous réunissions tous pour discuter de la situation. J'ai décliné poliment mais fermement. Votre fille a fait son choix il y a des mois, ai-je dit à son père au téléphone. Je fais simplement le mien maintenant. 2 semaines après le début de ce bras de fer, le désespoir de Jessica a atteint son comble. Elle n'avait aucune perspective d'emploi, aucun accès à nos économies communes, et les factures s'accumulaient. Un soir, elle est venue me voir, complètement brisée. « S'il te plaît », a-t-elle supplié, les larmes coulant sur son visage. « J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Intéressant comme point de vue, ai-je répondu froidement. Ce n'est pas toi qui me disais que les femmes n'avaient pas besoin des hommes. Que le mariage n'était qu'une construction patriarcale. Que l'intimité physique avec moi était quelque chose que tu pouvais arrêter unilatéralement, sans discussion. J'avais tort, a-t-elle murmuré. Je me suis laissé emporter par toutes ces idées sans réfléchir à ce qu'elles impliquaient vraiment. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. On peut aller en thérapie, reconstruire notre relation, tout ce que tu veux. Le problème, Jessica, c'est que je n'en ai plus envie. Tu m'as montré qui tu es vraiment. Quelqu'un qui voit les relations comme transactionnelles, qui prend ce qu'elle veut et jette le reste. Maintenant que tu as besoin de quelque chose de moi, soudain tu es prête à tout reconsidérer. Ce n'est ni de l'amour ni un partenariat. C'est de l'opportunisme. Je me suis levé en attrapant mes clés. Je déménage demain. Les papiers de divorce sont prêts à être signés. Si tu les contestes, je suis prêt pour une bataille juridique qui épuisera le peu de ressources qu'il te reste. Si tu les signes tels quels, je t'accorderai un paiement unique pour t'aider à entamer ta nouvelle vie indépendante. Tu avais tout prévu depuis le début, a-t-elle réalisé, la voix vide. Depuis le moment où j'ai prononcé ces mots, tu préparais ta sortie. Non, les jeux corrigés. J'ai commencé à préparer ça le jour où j'ai compris que tu me considérais comme jetable. Tu m'as appris une leçon importante sur la valeur de soi, Jessica. Et pour ça, je suppose que je devrais te remercier. J'ai déménagé le lendemain dans un nouvel appartement que j'avais discrètement sécurisé des semaines plus tôt. Jessica a signé les papiers de divorce sans les contester et a reçu le règlement promis. J'ai appris par des amis communs qu'elle était retournée vivre chez ses parents dans un autre état, ses idéaux féministes apparemment mis de côté au profit de besoins plus pratiques. Quant à moi, j'ai continué à construire ma nouvelle vie, progression de carrière, développement de mon activité de photographie en parallèle, maintien de ma forme physique et, oui, finalement, début d'une relation sincère avec Emma, qui m'a montré ce qu'est un véritable partenariat. 6 mois après la finalisation de mon divorce, ma première exposition photo a ouvert dans une galerie locale. Parmi les images exposées figurait un paysage saisissant pris à l'aube lors de ce séminaire d'entreprise, le matin où j'ai compris que je méritais mieux. La meilleure revanche n'a pas été de prendre la sécurité financière de Jessica ni même sa dignité. Ça a été de devenir l'homme que j'aurais toujours dû être, confiant, autonome et refusant d'accepter autre chose qu'une relation réellement réciproque. En essayant de me diminuer, elle m'a involontairement libéré. Il arrive encore que Jessica tente de me contacter, surtout lorsqu'elle traverse des difficultés financières. Je maintiens une communication minimale et strictement professionnelle pour régler les dernières questions juridiques, mais sinon, j'ai complètement tourné la page. Nos amis communs ont fini par connaître toute l'histoire et la plupart ont compris ma position, même s'ils ont trouvé mon exécution dure. Mais voilà la chose à propos des conséquences, elles ne sont ni dures ni bienveillantes. Elles sont simplement inévitables. Jessica a choisi de détruire les fondations de notre mariage tout en s'attendant à ce que la structure reste debout. Quand tout s'est effondré, elle n'a fait qu'en subir le résultat naturel de ses propres actes. Cette expérience m'a appris que le respect de soi n'est pas égoïste. Il est essentiel. Et que parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un qui vous traite comme jetable est simplement d'être d'accord avec lui, et de partir. Pas dans la colère ou l'amertume, mais avec la certitude calme que vous méritez plus que ce qu'il est prêt à offrir. Alors si vous lisez ceci et que vous reconnaissez votre propre relation dans mon histoire, sachez que vous avez des choix. Vous n'êtes pas obligé d'accepter des changements unilatéraux dans votre mariage. Vous n'avez pas à vous diminuer pour vous adapter à l'idéologie de quelqu'un d'autre. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'attendre la permission pour commencer à construire une vie qui vous épanouit. La personne qui change les règles sans votre avis vous dit exactement à quel point elle accorde de valeur à votre voix dans la relation. Écoutez ce qu'elle vous dit vraiment, pas seulement par ses mots,
mais par ses actes, puis décidez si cela vous suffit.